Une pom-pom girl de 16 ans est retrouvée morte dans une baignoire chez elle. L'enquête a mené les policiers à arrêter un homme apparemment sans lien avec l'adolescente. Nous allons vous révéler ce que les détectives ont appris sur le suspect, qui reconnaît désormais ce meurtre. Voici Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. Le décès de la victime a bouleversé une communauté unie au Texas, tandis que sa famille espérait une résolution au procès. Un nouveau rapport révèle leur colère après l'accord conclu entre les procureurs et le meurtrier de l'adolescente. Le 5 décembre 2023, Lisbeth Medina, âgée de 16 ans, devait assister à une parade de Noël annuelle avec le reste de son équipe de Pom-Pom Girls. Il était inhabituel que Lisbeth ne se présente pas aux événements et encore plus inhabituel qu'elle ne réponde pas aux messages de sa mère. Jacqueline disait que Lisbeth était une bonne fille, sans mauvaise fréquentation. Elle ne se mêlait pas à des choses qu'elle n'était pas censée faire, comme la drogue ou quoi que ce soit de ce genre, et elle avait de grands rêves. À 16 ans, sa mère visitait déjà des universités avec elle, tandis que Lisbeth rêvait de devenir infirmière. Elle était ce que n'importe quel parent souhaiterait. Comme sa mère l'a dit à The Independent, Lisbeth, 16 ans, était une adolescente aimante, gentille et un peu maladroite. Le 5 décembre 2023, son absence au défilé de Noël a inquiété sa mère. Sa mère, Jacqueline, est retournée à leur appartement et c'est là qu'elle a fait la découverte choquante et dévastatrice. Les secours ont été appelés à l'appartement où l'adolescente a été retrouvée morte dans sa baignoire. Sa mère a dit à KAVU-TV « Quand je l'ai trouvée, j'ai compris qu'elle était partie. Les mots ne peuvent pas expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là en trouvant ma fille dans l'état où elle était. Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère de tout mon cœur qu'il y aura justice pour ma fille. Ma fille a été retrouvée d'une manière qu'aucune mère ne devrait jamais découvrir son enfant. Quelqu'un a fait du mal à mon enfant. Quelqu'un m'a enlevé mon enfant. » Lisbeth et sa mère étaient très proches. L'adolescente était son unique enfant. Ils vivaient dans la communauté d'Edna depuis seulement 1 an avant le meurtre. Ce nouveau départ s'est mué en cauchemar pour Jacqueline, la mère de Lisbeth. Jacqueline avait raison. Aucun parent ne devrait retrouver son enfant comme Lisbeth l'a été. Une adolescente de 16 ans poignardée à mort chez elle et abandonnée dans une baignoire. Lorsque la nouvelle de ce meurtre horrible est tombée, la communauté d'Edna s'est rassemblée. Mais peut-être que quelqu'un s'est demandé si l'un des leurs avait pu tuer la jeune fille de 16 ans. En quelques jours, la police d'Edna a diffusé des images d'un homme suspecté d'être lié à la mort de Lisbeth. Ces images ont été publiées le 8 décembre, 3 jours après son meurtre. Le communiqué indique « Le département de police d'Edna recherche des informations sur l'enquête impliquant Lisbeth Medina. » Les premières enquêtes ont révélé une personne d'intérêt et un véhicule associé. Le sujet masculin ci-dessous pourrait avoir un tatouage derrière l'oreille droite et porter un sweat à capuche noire Vulcan. Il a été vu au volant d'une Ford Taurus argentée, modèle 2010 à 2018. Nous savons que les photos sont de mauvaise qualité et cherchons des informations supplémentaires pour identifier la personne recherchée. Le service de police a demandé à toute personne ayant des informations de les contacter, offrant même une récompense en espèces pour toute information menant à une arrestation. 2 jours après la publication de ces images par la police, une avancée majeure dans l'affaire. Les Texas Rangers ont arrêté un homme suspecté de la mort de Lisbeth. Un certain Rafael Romero, alors âgé de 23 ans, a été arrêté à environ 1 heure au nord-ouest d'Edna. La police aurait saisi des preuves dans la Ford Taurus argentée, conduite par la personne d'intérêt. Les agents ont enquêté pour savoir si Lisbeth et Raphaël se connaissaient ou quel aurait pu être le mobile qui l'aurait poussé à poignarder à mort une adolescente. Le chef de la police d'Edna, Rick Boone, a déclaré que, malgré l'arrestation de Romero, la famille et les amis de Lisbeth restent en deuil et auront besoin du soutien de la communauté. Le 5 janvier 2024, Raphaël a été inculpé de meurtre capital par un grand jury. Le mobile de ce meurtre choquant restait mystérieux. La mère de Lisbeth affirme que leur famille ignorait Raphaël. Après son arrestation, le mobile reste inconnu. La mère de Lisbeth avait dit aux médias qu'avant le meurtre de sa fille, un autre appartement de l'immeuble avait été cambriolé. Fait intéressant, Raphaël était en liberté conditionnelle pour un cambriolage en 2022 dans une ville à environ 60 km d'Edna. La police d'Edna a déclaré qu'elle pensait qu'il pourrait également être lié à ce cambriolage qui avait eu lieu 1 mois avant le meurtre de Lisbeth. Est-ce que c'est ce qui aurait pu se passer? Lisbeth était chez elle en train de se préparer pour la parade de Noël, puis sa maison a été cambriolée et elle a été tuée pendant le cambriolage. La mère de Lisbeth pensait qu'un procès lui donnerait des réponses, mais cela n'est jamais arrivé. En 2024, les avocats de Raphaël ont déposé des requêtes pour obtenir un report. Une requête visait à obtenir plus de temps pour examiner les 400 gigaoctets d'informations.
Ensuite, sa défense a demandé une évaluation de l'aliénation mentale par un professionnel de santé comportementale. Sa défense a aussi affirmé que ses droits avaient été violés lors de l'arrestation et de l'enquête. Ils ont aussi demandé l'annulation de ses déclarations après son arrestation, affirmant que les agents n'avaient pas bien lu ses droits Miranda. Selon l'affidavit, Raphaël a avoué le meurtre de Lisbeth et les détectives ont trouvé des objets lui appartenant dans sa chambre. Même après avoir prétendument avoué, il était censé être jugé. Ce procès devait initialement commencer en août de cette année, mais cela n'a jamais eu lieu. Les dossiers du tribunal montrent que Raphaël a reconnu 3 chefs d'accusation liés au meurtre de Lisbeth. Il a reconnu sa culpabilité pour meurtre, vol à main armée et cambriolage. Selon The Independent, la mère de Lisbeth a découvert l'accord cette semaine et en a été découragée. Elle a dit à Crossroads que les mots ne suffisaient pas à exprimer ce qu'elle ressentait. Je suis encore sous le choc de l'accord de plaidoyer. Dès le début, j'ai clairement demandé la peine maximale pour celui qui a pris la vie de ma fille, c'est-à-dire la peine capitale ou la perpétuité. Donc, l'accord de plaidoyer a vraiment été une surprise. Jeudi, Raphaël, qui a maintenant 25 ans, a appris son sort. Un juge a prononcé 2 peines de prison à vie, mais elles seront purgées simultanément, c'est-à-dire en même temps. Ensuite, il a également reçu 20 ans supplémentaires pour le chef d'accusation de cambriolage. Donc, en essence, il n'a aucune chance d'être libre à nouveau. Les caméras étaient apparemment interdites lors de son audience. Mais selon KPRC, la mère de Lisbeth, Jacqueline, a lu une déclaration émouvante sur l'impact de la victime. Après la condamnation de Raphaël, la mère de Lisbeth a déclaré aux médias que c'était attendu depuis plus d'1 an. Entendre ces mots, coupable, c'est ce que nous avions besoin d'entendre. Cependant, elle espérait une peine encore plus sévère, déclarant aux médias que la meilleure option aurait été la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle ou la peine de mort. Mais ils ont décidé et il n'y a vraiment plus rien que nous puissions faire. Et s'il passe le reste de sa vie en prison, c'est entre les mains de Dieu maintenant. Alors, comment les procureurs en sont-ils arrivés à cet accord? Eh bien, analysons cela plus en détail avec l'avocate de la défense pénale, Serena Townsend. Serena, toujours un plaisir de te voir. Merci de m'avoir rejointe. Quelle est ta réaction face à la condamnation de Raphaël Romero? 2 peines de prison à perpétuité à purger simultanément, plus une peine de 20 ans rien que pour cambriolage? Je veux dire, ça semble correspondre au crime. Je pense que la famille espérait probablement encore plus que ça. Mais la vérité, c'est que passer en procès, même avec des preuves solides, comporte toujours un risque. C'est comme ça. Il y a aussi la possibilité de nombreux appels ensuite. Cela apporte une certaine forme de clôture, même si la famille ne le ressent pas forcément ainsi pour l'instant. En général, quand on a quelque chose comme ça, un accord, un plaidoyer, il va l'accepter. Il va faire une allocution, vous savez, en gros, il va admettre officiellement ce qu'il a fait. Ça donne vraiment l'impression que, vous savez, c'est enfin terminé. Et j'espère que ce plaidoyer, après tout ce temps, donnera ce sentiment à la famille. Moi aussi, absolument. Selon les rapports, il n'était pas très enthousiaste à propos de cet accord, mais j'espère qu'avec 2 peines de prison à perpétuité simultanées, ils ressentiront peut-être un certain sentiment de justice. Mais dans une affaire comme celle-ci, avec tant de questions sans réponse, même sur le mobile, il semble, comme je l'ai dit, que la famille voulait un procès pour obtenir ces réponses. Je me demande pourquoi et comment les procureurs concluent des accords, surtout si cela va contre la volonté de la famille. Est-ce parce que les procureurs, vous savez, étaient peut-être un peu réticents à prendre ce risque? Oui, mais il y a tellement de raisons de proposer un accord de plaidoyer plutôt que d'aller au procès, y compris le risque d'aller au procès et l'économie judiciaire. Mais au final, une famille pourrait même ne pas obtenir ces réponses lors du procès. Nous voulons tous des réponses et il est tout à fait logique que la famille en veuille aussi. Mais un prévenu n'est pas obligé de prendre la parole à la barre. Il n'est pas obligé de témoigner. Et donc, dans ce sens, l'accusation devrait potentiellement gérer cette affaire sans pouvoir prouver le mobile. Maintenant, pour obtenir une condamnation, vous n'êtes pas obligé de donner un mobile au jury. Ce n'est pas obligatoire. Vous devez simplement prouver, vous savez, que cela a été fait et que cela a été fait d'une certaine manière par cette personne. Parfois, ces questions restent sans réponse, même si l'on pense qu'un procès pourrait les éclaircir. Oui, parce que j'ai toujours été curieuse du mobile dans cette affaire, car je me souviens avoir couvert cette affaire lorsqu'elle s'est produite pour la première fois en décembre 2023. Et je me demandais toujours, il semblait vraiment qu'il n'y avait aucun lien entre les deux, aucune relation, aucune amitié personnelle, rien de tout cela. Ça ressemblait vraiment à un crime totalement aléatoire.
Et je suis curieuse, Serena, de savoir ce que tu penses de ce crime dans son ensemble. Une jeune fille de 16 ans a été poignardée à mort chez elle, et l'homme accusé ou ayant plaidé coupable de ce crime, c'était quelqu'un sans aucun lien avec elle, sa famille ou ce milieu. C'est sûrement le crime le plus effrayant auquel on puisse être confronté ou témoin. Tu sais, pendant mes années en tant que procureur et avocate de la défense pénale, il y a très souvent une raison, présence d'un mobile et d'une relation. Je ne dis pas que ça minimise l'expérience de la victime, mais au moins on peut comprendre pourquoi quelque chose a pu se passer ou non ainsi. Alors qu'ici, tu sais, tu espères un peu qu'il n'existe pas de croque-mitaine, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ça. C'est comme quand les parents préviennent les enfants, ne monte pas dans cette étrange camionnette blanche ou ne va pas dormir sans mettre tes pieds sous la couverture. C'est le genre de choses qui peuplent les cauchemars, des cauchemars au sens propre. Donc, je ne sais pas, c'est vraiment, vraiment déconcertant quand des choses comme ça arrivent. Heureusement, on ne voit pas ça arriver si souvent. Souvent, les personnes impliquées se connaissent, ce qui facilite la résolution du crime. Mais c'est la chose la plus horrible qui aurait pu arriver à cette pauvre fille et à sa famille. Et vous savez, certains rapports parlaient de Raphaël qui aurait peut-être suivi Lisbeth. Mais je me demande, est-ce que Lisbeth était simplement chez elle en train de se préparer pour la parade de Noël? Sa mère était déjà partie travailler et devait la retrouver à la parade. Ensuite, leur maison a été cambriolée, un simple crime d'opportunité. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les procureurs, ne pouvant relier les éléments, ont refusé de présenter l'affaire devant un jury? Oui, vous savez, les jurés veulent vraiment savoir pourquoi. Et en fait, c'est l'une des choses que les procureurs n'ont pas toujours approuvé, c'est le pourquoi, mais ils veulent le savoir. Parfois, une procureure estime que son dossier semble moins solide si elle ne peut pas fournir cette réponse au jury, car les jurés l'attendent. Je pense cependant, comme tu l'as mentionné au début de cette question, qu'elle était probablement dans son état le plus vulnérable quand cela s'est produit. Je veux dire, elle est censée être en sécurité chez elle, tu sais, en train de se préparer pour un événement aussi innocent, une fête de Noël. C'est une pom-pom girl, elle se prépare seulement et c'est tout simplement la violation la plus inimaginable qu'il ait pu faire ce qu'il a fait. C'est effrayant car, sans savoir pourquoi ni connaître ce lien, il est difficile de prévenir cela pour soi et ses enfants à l'avenir. Dieu seul sait depuis combien de temps et comment il la suivait. Elle ne l'a peut-être même pas remarqué. Oui, et c'est vraiment effrayant d'y penser, car Lisbeth et sa mère étaient aussi nouvelles dans la communauté. Je crois qu'elle ne vivait à Edna, au Texas, que depuis environ un an, venant, je pense, du Nebraska avant cela. Donc, il ne semblait pas que, vous savez, ce qui devait être un nouveau départ s'est finalement transformé en cauchemar pour toute cette famille. En tant qu'avocate de la défense pénale, cela vous étonne-t-il que la défense ait multiplié les requêtes, reports, irresponsabilité pénale, droit constitutionnel, pour finalement plaider coupable? Je ne suis pas surprise. Excellente question. Je ne suis pas surprise car il faut défendre son client avec zèle, quelle que soit la solidité des preuves ou vos sentiments envers lui. Donc, ces requêtes sont assez courantes et en gros, les avocats de la défense vont devoir dire quelque chose. Je veux dire, même s'il n'y avait pas de mobile, il semble qu'il y avait un dossier assez solide contre lui et le crime lui-même était tellement brutal qu'à mon avis, un jury sera impatient de condamner dans ce genre d'affaires. Donc, ce qu'un avocat de la défense doit essayer de faire, c'est vraiment d'éviter certains sujets et de réfléchir à comment je vais réussir à faire sortir mon client complètement de cette affaire ou à obtenir une peine moins lourde que celle à laquelle il pourrait finalement être confronté. Une défense pour folie est une façon, vous savez, d'essayer de se battre quand tout le reste est assez clair et net. Vous savez, le quoi et le qui, il semble que ça ait été résolu assez facilement et donc ils vont devoir faire quelque chose. Les violations constitutionnelles sont aussi un moyen de saper la solidité de l'affaire. Et bien sûr, un report est utile parce que, en général, le délai aide la défense. Les gens oublient des choses avec le temps. Ils sont moins motivés. La tension, vous savez, qui montait dans la communauté pour, vous savez, la punition diminue parfois. Bien que dans ce cas, il semble que tout le monde voulait que la bonne chose se produise à la fin, tant que cette affaire était en cours. Et je félicite vraiment cette communauté de s'être vraiment rassemblée et d'avoir soutenu la famille Medina, surtout en traversant quelque chose d'aussi tragique, dévastateur et horrible que cela.
Et je sais qu'il y a beaucoup de rapports concernant le statut d'immigration de Raphaël. Il était sans papier après être resté aux États-Unis avec un visa expiré. Pensez-vous que cela a changé sur le fait que son affaire n'aille pas en procès? Je ne pense pas. Écoutez, c'est un sujet très sensible, comme vous et moi le savons bien de nos jours. Les gens ont des avis très tranchés sur son statut d'immigration, dans un sens ou l'autre. Je dois dire cependant que lorsque vous plaidez coupable dans ce genre de situation et que vous n'êtes pas légalement dans le pays, cela affecte votre capacité à rester dans le pays selon la loi. Donc, une grande partie de ce que les avocats de la défense ont dû faire pour lui expliquer quels sont ses droits et ce qui pourrait potentiellement arriver après avoir accepté un tel accord ou même après avoir été condamné à l'issue d'un procès devait forcément impliquer le droit de l'immigration. Et ils ont dû soit consulter un avocat spécialisé en immigration, soit faire leurs propres recherches, parce que ce type d'affaire, qui est clairement un crime de turpitude morale, ce qui est un signal d'alarme majeur dans les dossiers d'immigration, aura certainement un impact sur son statut ici en Amérique. Et Serena, ma dernière question pour toi est la suivante. Même s'il purge 2 peines de prison à perpétuité simultanée plus 20 ans, penses-tu qu'il y ait une quelconque possibilité que, tu sais, quelque chose puisse arriver plus tard? Ou bien est-ce qu'il renonce à tous ses droits parce qu'il a accepté cet accord de plaidoyer et qu'il ne peut donc pas faire appel de son affaire? C'est ça. En fait, il y a certaines renonciations au droit d'appel que tu dois signer lorsque tu acceptes un accord de plaidoyer dans une affaire, mais cela ne couvre jamais tout. Il y a toujours un moyen de faire appel d'une condamnation et même de faire appel ou d'essayer de retirer ton plaidoyer. Et donc, même s'il a moins d'opportunités que s'il avait perdu ce procès, il y a certains domaines où il pourrait prétendre, par exemple, avoir agi sous la contrainte. Ou, comme tu l'as dit plus tôt, il remettait en cause sa capacité mentale. Il peut prétendre ne pas être dans son état normal lors de l'acceptation du plaidoyer, mais cela échoue souvent. Cela n'est souvent pas annulé. Souvent, on ne vous laisse pas retirer votre plaidoyer, même alors, mais il peut tenter. Il existe des moyens d'essayer. Et c'est intéressant aussi parce que je sais que la mère de Lisbeth espérait vraiment qu'il reçoive une peine plus sévère, qu'il y ait les mots sans possibilité de libération conditionnelle attachés à cette peine pour leur donner un peu plus de tranquillité d'esprit aussi. Merci beaucoup pour votre temps et vos éclaircissements, Serena Townsend. Je vous suis très reconnaissante. Merci pour l'invitation. On ignore où Raphaël Romero purgera sa peine. Le bureau du procureur précise qu'il fait aussi face à une autre accusation sans lien dans un autre comté où il attend son procès. Merci de nous rejoindre sur Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner.